Bonjour à tous et merci de votre participation à cette présentation. Nous allons rencontrer ce soir donc Stéphane Boissel, directeur général de TXL, qui va nous présenter sa société. Alors, il y a un stand, TXL a un stand sur le salon, mais les personnes présentes dans la salle voudraient savoir quelle est l'activité, quel est le métier de TXL. Voilà, expliquez-nous un petit peu votre philosophie, votre activité, en quoi consiste l'activité exactement de votre société. Donc, TXL, c'est une société de biotechnologie et plus précisément, on développe des médicaments qu'on appelle des immunothérapies cellulaires. Donc en fait, on va prélever du sang de patients atteints de maladies auto-immunes ou suite à un rejet de greffe. On va prélever ce sang, on va essayer d'identifier une population bien précise de lymphocytes, donc des globules blancs. Cette population bien précise s'appelle des lymphocytes T régulateurs. Et une fois identifiés, on va apporter une petite modification génétique à ces cellules de telle façon à ce qu'elles deviennent spécifiques d'un antigène donné. Ensuite, on va les amplifier, donc des cellules Treg, T-régulatrices génétiquement modifiées. On va en développer un certain nombre, on va les mettre en flacon et ensuite on va les injecter aux patients. Donc c'est ce qu'on appelle des thérapies autologues. Donc d'un patient, on fabrique un médicament pour le même patient, qui sont donc des thérapies personnalisées et extrêmement ciblées du fait de la spécificité antigénique introduite par une modification génétique. Donc c'est un peu compliqué, mais pour être très schématique, on s'adresse au traitement des maladies auto-immunes inflammatoires ainsi que du rejet de greffe, et on parle d'une centaine de pathologies différentes. Il y en a certaines qui sont assez connues du grand public malheureusement, comme l'arthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, le lupus ou le diabète de type 1. Alors, ça veut dire qu'en fait, vous intervenez dans votre domaine, c'est l'immunothérapie cellulaire, si on rentre dans le vif du sujet. Et ça veut dire que vous avez effectivement un gros marché, en fait, derrière. Vous pouvez vous adresser à combien de patients, entre guillemets Alors, c'est un marché qui est très vaste parce que ça regroupe une centaine de pathologies différentes. C'est un des premiers marchés pharmaceutiques mondiaux, si ce n'est le premier, si on prend bout à bout tous ces marchés, tous les produits qui sont sur ce marché, c'est plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et puis, pour répondre à la question sur la population atteinte, il est estimé que c'est à peu près 5% de la population mondiale qui est atteinte par l'une ou l'autre de toutes ces pathologies. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique extrêmement important partout dans le monde. Voilà. Alors, en fait, on parle de recherche et développement. Ça veut dire que quand vous faites des recherches, vous n'avez pas la partie réalisation de chiffre d'affaires tout de suite. Il y a un décalage entre ce qu'on appelle le temps boursier pour donner en fait une plus-value et le temps de réalisation de vos médicaments. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur effectivement ce décalage de temps Oui. Alors ça, c'est pas spécifique à TXL, hein. La biotechnologie en général, voilà. C'est vraiment un secteur dit du temps long, par opposition au temps court. En revanche, c'est pas parce que c'est long de développer un médicament, que c'est long de le mettre un produit sur le marché, qu'on ne crée pas de valeur à des stades intermédiaires. Et les deux principaux vecteurs de création de valeur dans la biotechnologie, encore une fois, c'est pas spécifique à TXL, ce sont les données. Alors les données précliniques, c'est-à-dire sur des souris, sur des modèles animaux, et encore mieux des données sur l'humain. Et puis ensuite, ce sont ce qu'on appelle les partenariats stratégiques qu'on est amené à nouer avant la commercialisation de ces produits avec des industriels du secteur, donc des grands de la pharma en gros. Ça veut dire que vous travaillez en partenariat avec des grandes entités, des centres de recherche. Comment s'organisent, nous, ces partenariats, en fait? Alors, pour TXL, pas encore avec des industriels de la pharma, mais c'est un objectif important pour nous, à très court terme. Et sinon, en règle générale dans ce domaine, on trouve toujours, ou très souvent, trois acteurs. Un acteur académique, donc un laboratoire universitaire, d'où est issue généralement la recherche, on va dire, fondamentale. La biotechnologie, qui fait généralement ce qu'on appelle la recherche translationnelle, donc qui passe du fondamental à l'application, et ensuite, pour les phases aval de développement, le laboratoire pharma, quand ça devient très compliqué, très coûteux et très long de mettre ces technologies sur le marché.
pour TXL, par exemple, on a cette stratégie-là. On travaille avec des laboratoires universitaires. On cherche des partenaires pour l'aval, tout en se gardant la possibilité de garder des droits sur les indications orphelines, les maladies de niche, sur lesquelles une petite société avec des moyens limités va pouvoir développer un produit jusqu'à sa mise sur le marché. Alors ce système de droit, justement, ce sont des brevets. C'est sous quelle forme, en fait, vous gardez ces éléments? Vous gardez la main sur des brevets de façon à ce que ça rende du chiffre d'affaires plus tard ou... Oui, alors on est dans le domaine de l'immatériel, très souvent. Alors il y a un peu de matériel, mais c'est surtout de l'immatériel. Et en fait, le schéma est toujours le même. Vous avez un chercheur individuel ou un laboratoire académique. Il a une invention, il réalise une découverte, et la première chose qu'il doit faire, avant d'en parler à quiconque, c'est de déposer un brevet. Et ce brevet, alors, la plupart des brevets malheureusement ne débouchent sur aucun produit, mais il n'y aura pas de produit sans brevet non plus. Donc il faut à un moment donné déposer un brevet, et ce brevet va vivre jusqu'à une vingtaine d'années, parce que c'est la durée de vie d'un produit, et il va se passer plusieurs étapes de licence. Donc le laboratoire académique, propriétaire du brevet, va donner une licence exclusive, par exemple, à une société de biotechnologie avec des droits de sous-licenciés. Et donc la société de biotechnologie, à son tour, à un moment donné, va sous-licencier les droits d'exploitation de ce brevet à un tiers, grosse société pharma. Voilà, c'est un schéma assez classique que l'on retrouve alors chez TXL ou dans n'importe quelle autre société de biotechnologie en général. Alors, et le temps entre l'idée initiale et la commercialisation, où on arrive à la commercialisation d'un produit anti-rejet, ça va mettre à peu près quel timing ? Oula, c'est long. Hein. Encore une fois, c'est un domaine du temps long. Je dirais que du laboratoire universitaire au marché, ça ne sera pas moins de 10 ans, et ça sera plutôt autour de 15 ans. Hein. Ce qu'on est en train de voir, c'est quand même une accélération du timing avec des outils de développement plus performants, et on peut imaginer qu'à l'avenir, avec tous les outils d'intelligence artificielle, de développement in silico par opposition à in vivo et in vitro, on va pouvoir raccourcir le temps de développement des médicaments. Mais ça reste encore aujourd'hui un temps long, et puis au-delà du temps, c'est coûteux, hein, un médicament. Il y a des études qui montrent qu'en gros, c'est 700 ou 800 millions de dollars quand on comprend les chutes, c'est-à-dire tout ce qui ne marche pas pour arriver sur le marché. Pour une société de biotechnologie, ça va plutôt être de 150 à 200 millions de dollars. C'est des montants considérables. Alors ça veut dire qu'en fait, il y a une consommation en recherche et développement, une consommation de cash en fait. Pendant toute la première partie de la durée de vie de la société, avant de générer du chiffre, il y a une partie consommation de cash en recherche et développement. C'est considérable. Il y a des phases précliniques. Alors là, il n'y a pas trop de chiffres parce que ça peut aller de 1 an à, on va dire, 5 à 10 ans. Et là, on peut aller les plus chanceux, peut-être un peu moins d'1 million d'euros. Et puis les moins chanceux, peut-être plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ensuite, il y a le temps du développement clinique, donc les tests chez l'homme. Et là, on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Tout ça avant de voir le premier euro de chiffre d'affaires. C'est pour ça, encore une fois, que la biotechnologie passe par des modèles où on va aller chercher à donner des licences, des sous-licences, afin de générer du chiffre d'affaires sous forme de concession de licences avant d'avoir du chiffre d'affaires produit. Et du coup, ça amène des opérations, j'imagine, de refinancement, où à un moment, il faut un petit peu plus de cash, faire appel au marché, donc des introductions, et puis après des augmentations de capital, j'imagine. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a vu depuis une dizaine d'années fleurir des sociétés de biotechnologie en bourse, qui était assez rare auparavant, parce que c'est un domaine industriel qui devient très important en France, et ces sociétés font appel régulièrement au marché. Elles se financent essentiellement par le marché et par les partenariats que j'évoquais auparavant, mais c'est un vecteur fondamental de financement des sociétés de biotechnologie qui sont très gourmandes en capitaux. Ouais. Et dans le cas TXL, vous envisagez des choses pour 2018 ou Alors aujourd'hui, on n'a pas de problème existentiel de financement, puisqu'on a sécurisé récemment des financements. On doit rentrer en test chez l'homme notre nouvelle technologie à partir de fin 2018. Il est très clair qu'à un moment donné, en 2018, on va devoir se refinancer seul ou après un partenariat industriel, je l'espère, mais on est sur des technologies, l'immunothérapie cellulaire, qui sont très gourmandes en capitaux, puisqu'elles ont ceci de spécifique que non seulement on doit faire de la recherche pour développer les produits, mais on doit également développer des procédés industriels, puisque ce n'est pas du médicament totalement classique, hein, c'est des technologies, encore une fois, autologues, où chaque médicament est unique. Donc c'est très gourmand en capitaux industriels. Donc
pour développer les phases, encore une fois, sur l'homme, on va devoir à un moment donné se refinancer. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation boursière très faibles. Donc, on va pas faire quelque chose de massif aujourd'hui. On va attendre un peu. Et dans vos perspectives, donc vous dites passer en fait en phase de test sur l'homme. Là, vous avez des choses avancées, très avancées pour 2018. Alors on a un produit, notre produit le plus avancé qui s'adresse, qui va essayer de prévenir les rejets chroniques de greffe d'organes solides, hein, comme le poumon ou le rein par exemple. Aujourd'hui on a de la preuve de concept dans des modèles souris. On est en train de sélectionner le fabricant du produit, parce qu'on n'a pas vocation à être fabricant. On va faire le transfert de technologie chez ce fabricant à partir du premier trimestre 2018 et on va déposer nos dossiers de demande de réalisation d'essais cliniques vers la fin de l'année prochaine pour enchaîner dans la foulée avec un essai clinique. Ça sera on va dire une étape majeure pour nous puisque cette technologie sur laquelle on travaille, donc les cellules Treg génétiquement modifiées avec ce qu'on appelle un CAR, personne dans le monde, même en Chine, n'a jamais démarré un essai clinique, réalisé un essai clinique avec ce type de technologie. Donc ça serait une première mondiale, importante pour TXL, mais également importante pour tous les acteurs du domaine de l'immunothérapie cellulaire. Et que vous pensez plutôt réaliser sur les États-Unis, sur l'Europe, ou c'est encore en cours de réflexion ? C'est en cours de réflexion. Alors il y a des pays qui sont beaucoup plus propices pour réaliser ce type d'innovation. Il y a des pays un peu plus difficiles. Je ne vais pas créer de polémique aujourd'hui, mais on ira là où ça sera le plus facile pour nous de tester cette technologie qui est, encore une fois, une technologie de rupture totalement nouvelle. Oui, parce qu'effectivement, on dit que si c'est autorisé aux États-Unis, après, ça passe à peu près partout. Une fois que vous avez fait aux États-Unis et Europe, le monde est ouvert. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire que les États-Unis. C'est probablement plus facile aujourd'hui d'aller tester pour la première fois chez l'homme ce type de technologie aux États-Unis, mais on reste une société européenne, fière de l'être, et on fera aussi des développements, si ce n'est au début, à un moment donné, on développera cette technologie en Europe. Ouais. Très bien. Et nous allons passer à la phase de questions. Quelqu'un a-t-il des questions dans la salle? Voulez-vous poser une question? Parce que moi j'avais sinon une question complémentaire sur effectivement, vous êtes au salon actionnariat, donc ça veut dire que les actionnaires individuels sont importants pour vous. Comment les envisagez-vous comme des partenaires long terme en fait? Alors ils sont pour eux. Voilà. Oui, on a une personne qui s'occupe de la communication chez nous à temps plein, ce qui est pas évident pour une petite société, parce qu'à la fin on est 45 personnes, et elle passe de plus en plus de temps à gérer les demandes, les demandes d'information, les questions des actionnaires individuels. On a un site web qui est plutôt bien fait, même si on est dans un domaine très technique, hein, donc il faut arriver à comprendre, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On est également présent sur Twitter, on est présent sur LinkedIn, et puis on fait des petits bouclettes où on essaie de vulgariser au maximum notre science, sachant que c'est très compliqué, et en même temps on ne peut pas trop vulgariser parce qu'on dénature la science si on la vulgarise trop. Donc il faut trouver un bon équilibre. Et quand on ne comprend pas, il ne faut pas hésiter à questionner. Et surtout, j'ai un conseil, ne pas mettre pour un actionnaire individuel tous ses œufs dans un panier biotechnologie, puisque ça reste quand même des supports d'investissement extrêmement risqués. Donc voilà, c'est le côté spéculatif, effectivement. Ça reste très spéculatif, très volatile, on le voit. Il y a eu récemment dans la biotech française deux accidents de parcours avec des performances extrêmement négatives. Et donc faut faire attention, il faut investir en connaissance de cause, il faut essayer de comprendre, il faut parler au management. Et puis il ne faut surtout pas mettre, encore une fois, toute son épargne, toute sa retraite dans de la biotechnologie. Il faut en avoir un peu parce que ça peut doper la performance. En revanche, quand ça ne réussit pas, ça peut faire très mal. Et puis c'est un investissement sociétal aussi, parce qu'on parle de problématiques qui concernent énormément de gens dans le monde. Donc c'est aussi une contribution, outre la contribution purement financière, une contribution à une résolution de problèmes de société. Absolument, et beaucoup de nos investisseurs ont cette thématique en tête, ouais, c'est sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, nous vous remercions. Merci encore de ces précisions. N'hésitez pas à aller poser toutes vos questions à Monsieur Boissel sur le stand B37 et puis à consulter la documentation parce qu'il est très important de bien comprendre ce dans quoi on investit. Donc, c'est vraiment merci d'avoir fait une présentation très claire. Et puis, n'hésitez pas encore à poser toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.